Vous l'avez récemment vu sur Incroyable Talent, puisqu'il est arrivé en finale. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Clément Blouin. Salut Clément. Salut! C'était juste pour faire chier l'ingé son en fait, comme il nous a dit de garder une certaine distance. Comment ça va? Bah ça va et toi? Génial, très Super. heureux d'être là. Bah merci Comme de le venir. dit mon... Tu as l'air happy, Ouais, ton sweet. bah mon gars. Tu sais Voilà. que j'ai refusé Légende et Guillaume Play pour être là quand même. Hein. C'est sympa. Désolé Guillaume, mais c'est pour nous cette fois. Allez, Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur toi? Et Clément, sur ton t-shirt, enfin sur ton pull? je sais pas, ouais, j'avais que ça de propre aujourd'hui, donc je me suis dit que c'était... Ça rentre pas trop mal en caméra, non? Non, on est bien. Ça va bien avec le décor, ça tranche avec les sièges, c'est cool. Clément, 36 ans, je suis humoriste et magicien. Et je vais vous raconter comment j'ai loupé la finale d'Incroyable Talent. Alors vas-y, on sent que t'en as lourd sur la patate, dis-nous Ah, tout. putain. Non, on va pas commencer par la finale, si. Alors on va commencer par le stand-up. Allez, t'as dit, on commence, je te suis. Alors vas-y, comment est-ce que... Déjà, t'as commencé par quoi? Magie ou stand-up? J'ai commencé par la magie, ouais. Par la magie? Mais même si l'humour était toujours très présent depuis que je suis gamin, dans les placards de ma maison, il y avait tous les DVD de tous les humoristes. T'en as un en tête? Bon, j'adorais Franck Dubosc, j'adorais Gad Elmaleh, j'adorais même des séries humoristiques. J'adorais H avec Ok. Debbouze, Eric et Ramsey. J'adorais tout ce qui était humoristique, ça me faisait vraiment marrer. J'adorais aussi les comiques canadiens. J'adorais Rousseau, Cavana, Badouri, tous ces gens-là. J'aimais beaucoup. J'ai toujours été attiré en fait par le côté un peu américain. J'assume totalement de vouloir faire un show un peu à l'américaine. J'essaye Stand-up à avec le. l'américaine, ouais. Ouais, j'essaye avec le budget que j'ai et puis les conditions que j'ai de faire un truc qui voilà assez dynamique, péchu et que ça ressemble à un spectacle à l'américaine comme j'ai toujours aimé depuis gamin. Et niveau magie, t'étais aussi plus à l'américaine ou plus Ouais, toutes mes influences sont très américaines, ouais. T'avais qui cette fois en magicien David Williamson, clairement. Ok. David Williamson, ça a été mon idole pendant des années, ça l'est toujours. Je pense que c'est le meilleur. C'est le meilleur qu'on a. Parce que c'est le meilleur parce qu'il est bon dans tous les domaines. C'est un technicien hors pair Mhm. et c'est un comédien, humoriste et présentateur qui est, Mais il c'est un remplit showman, toutes quoi. les cases. C'est- Il ouais. remplit toutes les cases. Donc pour moi, c'est du génie absolu. Hein. Tu parlais aussi en off là de The Great Jonathan. Amazing Jonathan, ouais. Oui. Bah ouais, Feu, America, Ouais. décédé il y a quelques années. Ouais, bah ça a été mon idole, mais plus pour la partie comédie en fait. Dans la liste des Comedy Magicians, c'était celui qui m'a le plus inspiré parce que on peut pas dire que c'était un grand technicien ou un grand magicien, parce que vraiment lui, il a toujours été connu pour louper ses tours et il le faisait vraiment superbement bien. Et ce que j'ai retenu aussi de lui, et ce que j'essaye d'avoir dans mes spectacles à moi, c'est de faire en sorte que la personne qui est sur scène avec moi, je vais pas la ridiculiser, je vais essayer de faire en sorte qu'elle reparte de là en disant « Putain, j'ai passé un super moment sur scène, on s'est éclaté à deux », et non pas... Je l'ai ridiculisé, ouais. ouais. J'essaye de pas tomber dans... Je dis pas que je suis infaillible, hein, évidemment, mais j'essaie de faire en sorte que la personne qui soit avec moi, elle passe le Meilleur moment de sa vie. meilleur moment de sa vie Ouais. et que, tu vois, elle se dise pas « Putain, bon, ok, il s'est servi de moi pour faire rigoler tout le monde, quoi ». Donc je suis Bien sûr. taquin, hein, je suis taquin, il y a des vannes, etc. Mais je évidemment. vais pas lui mettre de perruque, je vais pas le foutre à poil. Il y Je a vais aussi pas des le- vannes contre toi après, donc t'es aussi. J'ai beaucoup bonne, d'autodérision ouais. aussi, donc je pense qu'il y a un bon équilibre. Ouais. Et du coup, tu te définis plus comme magicien ou comme. Serviteur C'est marrant parce que les gens, on a l'impression qu'on a besoin d'être catégorisés pour, tu sais, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un magicien, on va voir Ouais. un humoriste. Et je En pense fait, que les qu'est-ce deux tu sont... marques, sur ta fiche, tu marques Bah, quoi, je mets quoi les deux. Tu mets les deux? Ouais, parce que je pense que les deux sont tout à fait compatibles en Carrément. fait. C'est deux ingrédients qui vont mais hyper bien ensemble, hyper complémentaires l'un et l'autre. Et du coup, je pense que j'ai arrêté de vouloir choisir l'un ou l'autre parce que j'ai l'impression Ouais, que je pense que c'est- si je regarde un peu les critiques qu'il y a sur Biréduc ou mes avis Google, il y a beaucoup de gens qui disent on a rigolé. Alors ça vient vraiment avant. On s'est marré. Et ensuite, il y a aussi la partie et les tours sont bluffants. Donc je trouve que j'ai réussi l'objectif que j'avais, à savoir Mélanger les deux. mélanger les deux, mais que les deux soient très intenses, tu vois. Je voulais pas que l'humour soit là et la magie soit, tu vois. Je voulais vraiment avoir des effets impactants et un humour qui accompagne tous ces effets de manière harmonieuse et puissante, quoi. Mais ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Mais c'est dur, hein, parce qu'il y a plein de magiciens qui mélangent théâtre et magie, par exemple. Mais il y en a un qui pêche un peu par rapport à l'autre. Ouais. Et toi, tu as réussi à faire ça. Donc, franchement, chapeau. Bah, c'est le côté Comedy Club qui m'a donné cette rigueur dans la blague, d'avoir un rythme de stand-up.
chose que je trouve que les magiciens n'ont pas, et c'est normal parce qu'il y en a très peu finalement qui fréquentent ces endroits-là, donc ils se servent uniquement de l'humour peut-être pour cacher quelque chose. Parfois, ça peut, ouais. Et puis il y a aussi beaucoup de blagues qui sont voilà, vues et revues qu'il faudrait un petit peu ranger au placard. Je dis pas que, pareil, attention, hein, je dis pas que je suis parfait là-dedans, Non, mais j'essaie de faire en sorte que les blagues soient assez, tu vois, nouvelles et puis modernes. ouais. Quoi. Et justement, tu as commencé comment le stand-up? En 2016, j'ai fait ma première audition au Café Oscar, pas loin d'ici d'ailleurs. Ah, mais on peut pas dire là où on est, c'est ça? C'est secret. Ok. C'est secret. J'ai fait ma première audition au Café Oscar à Paris et c'était des auditions publiques. J'ai réussi à décrocher un spot là-dedans et Ok. je suis passé juste après un mec qui s'est totalement chié. Et normalement, on avait genre 5 minutes et au bout de 2 minutes, il a fait stop, j'arrête et tout. Et moi, je passe juste derrière. Je fais waouh, dur. Dur de passer après un mec t'as réussi? qui a un peu plombé l'ambiance et qui a abandonné. Et c'est dommage. Ça, c'est souvent le genre de personne, je pense, hein, c'est ma théorie, à qui on a dit mais vas-y, t'es super drôle et tout, tu devrais t'essayer. Et en fait, c'est pas du tout la même chose, quoi. D'être drôle avec ses copains et d'être drôle sur Ouais. scène, c'est voilà. Deux mondes différents. C'est un métier, en fait. C'est un métier avec un vrai travail, un vrai rythme, une vraie rigueur. Et du coup, c'est vrai que non, tout le monde ne s'improvise pas humoriste, quoi. Ouais, il doit y avoir du travail d'écriture, du travail. Ouais, il y a un vrai travail d'écriture et puis il y a surtout un travail d'affinage, en fait. Tu vois, tu testes. J'ai testé une blague hier soir à Tours, là, que j'ai eu juste avant de monter sur scène. Et bon, elle n'a pas marché du tout, tu vois. Mais je me dis, mais ça veut pas pour autant dire que je vais la jeter à la poubelle. Je vais quand même la garder en disant, il y a peut-être moins. Au bout de 3-4 fois, si je vois qu'elle marche pas, peut-être je vais l'enlever. C'est comme ça que tu travailles, en Bah général? ouais, j'essaye tout de suite. J'ai une idée. Je fais moins de comédie club évidemment cette année parce que avec talent, j'ai moins besoin d'en t'as faire. moins besoin, ouais. Mais j'en ai fait pendant 10 ans à raison de 3, 4, 5, 8, 10 fois par semaine, quoi. Parfois, et là, juste pendant l'émission, j'étais à 3 ou 4 comédie clubs par soir. Ah oui, on est là. Donc j'étais vraiment, pour les quarts de finale, notamment le passage avec Claudio Capéo, là, j'étais tous les soirs en comédie club, je faisais 4 comédie clubs par soir pour roder le numéro, et puis ça se voit que ça a été travaillé, puisque le résultat est là, mais on peut pas dire la même chose de la finale. Et donc tout ça pour revenir à la question, et donc j'ai passé mes auditions au Café Oscar, ça s'est très bien passé pour moi du coup. Ouais. J'avais fait le numéro que je fais pour les auditions là sur Talent avec le Kit Kat, Ok. qui est le numéro d'ailleurs que je fais en Comedy Club depuis très longtemps. Et qui marche toujours aussi bien. Qui marche toujours aussi bien. Bah ouais, c'est le numéro qui m'a permis de faire toutes ces télés-là, d'aller un petit peu partout. Et puis c'est le premier numéro finalement qui m'a emmené sur scène. Est-ce que tu peux le raconter pour ceux qui ne l'ont pas vu? On va essayer de mettre le lien vers la vidéo. Si on Ouais, a une, c'est le premier numéro que j'ai fait sur les auditions de Talent. Je dis Talent pour que ça aille plus vite, parce que s'il faut dire la France, un incroyable talent, c'est long, donc je dis Talent. Et c'est un numéro que c'est un numéro de Kieran Johnson, en fait, qui avait sorti ça, je crois, en 2015. J'ai adoré ce numéro-là. Ok. Enfin, ce tour, tour, en ouais. fait. Et j'aimais beaucoup ce tour-là. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer à le travailler en close-up. Et c'est comme ça que j'ai tout doucement commencé à l'intégrer. Tout ce que j'ai mis sur scène, c'est des choses en général que j'ai travaillé en close-up avant. Tu faisais du close-up aussi? J'ai fait des années de close-up dans les restaurants, les bar mitzvahs, les mariages, choses que tout le monde est passé par là. Donc j'ai fait ça. Et le Kit Kat, je l'ai fait pour les grandes tablées, tu sais, où je le faisais pas non plus à toutes les tables, mais je le faisais genre 1 à 2 fois, 3 fois par soir, tu vois. Ouais. Et du coup, après, je l'ai transvasé sur scène. Et j'ai commencé à l'habiller avec plein de blagues au début. Et puis j'ai commencé après à lui donner une vraie structure, tu sais. Je l'ai chapitré. Un vrai numéro, quoi. Ouais, je l'ai chapitré un peu. Genre, je travaille comme ça, moi. Je chapitre tous mes numéros. Là, ce chapitre-là, il correspond à la blague sur la carte Jumbo, par exemple. Ensuite, ce chapitre-là, il correspond à la blague sur la carte ascenseur. Ensuite, la braguette. Enfin, tous ces trucs-là. Et du coup, j'ai commencé à l'intégrer dans les comédie clubs. Et puis, ça marchait plutôt bien. Et puis, j'ai commencé après, vraiment, voilà, à le travailler et à lui donner une vraie... du volume et puis surtout un timing. Je me suis dit, tiens, là, il fait à peu près 4 minutes, 5 minutes, et puis 10 minutes, et puis au bout d'un moment, il faisait... Je l'ai monté jusqu'à 18 minutes, ce numéro-là. Donc, parce qu'il y a une interaction avec des gens dans le public, je fais venir 2 gars, et puis ça laisse beaucoup de place à l'impro, ce numéro. Chose qu'il y a moins dans les autres numéros de mon spectacle. Mais ce numéro-là, il laisse beaucoup de portes ouvertes pour de la digression, un peu, tu vois. Ce qui peut se passer, ouais. Et comment tu travailles, du coup? Tu as dit,
T'as des chapitres, en gros, sur tes numéros que tu fais? Ouais. Bah, chaque numéro a son quota de chapitres, en fait. Ça me permet de mieux les intégrer et puis de leur donner un ordre, en fait. Là, je commence avec cette blague-là. Dans cette blague-là, bah, voilà le texte. Ensuite, il y a cette blague-là. Enfin, pour ceux qui nous regardent, pardon. Cette blague-là, ensuite le texte. Cette blague-là, ensuite le texte. Cette blague-là, le texte, etc. Ok. Jusqu'au final. Je scripte tous mes numéros, mais à la virgule près. Ça ne veut pas forcément dire que je respecte au mot près mon texte. Il n'y a qu'un numéro dans mon spectacle où c'est au mot près. Sinon, le reste, je connais mon texte. Si on met la feuille, on va se dire, ouais, c'est très proche, mais je m'autorise beaucoup de sorties, ouais. Ok. Et du coup, par rapport à ça, tes tours de magie, tu les intègres comment? D'abord, tu as le tour, tu as l'idée du tour, et après, tu brodes autour l'histoire, tu crées ton... Ouais, pour moi, c'est le Ton tour qui humour, vient avant, hein. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est le tour qui vient avant. Je vais avoir un coup de cœur pour un tour. Je ne suis pas un créateur de magie, moi. Je ne suis pas un grand créateur. J'ai créé que très, très peu de choses. Non, par contre, tu mets en scène. Mais voilà, là, ma force, ça va être sur la blague, la présentation, et puis de rattacher ça. Et puis, j'arrive toujours à avoir un petit truc quand même, une petite fantaisie, un truc qui fait que c'est remarqué par les collègues. J'aime bien partir d'un tour sur lequel j'ai un coup de cœur, et ensuite, je vais lui donner un habillage avec une présentation et puis des blagues sans arrêt, quoi. Voilà, ouais. Moi, j'adore l'humour visuel, donc c'est vrai que je ne suis pas comme mes collègues stand-uppers, comme François Martinez, qui est un très bon pote à moi d'ailleurs, qui lui manie mais brillamment l'écriture de stand-up, et il va pouvoir être sur scène sans magie, lui. Moi, j'aime beaucoup... tiens, d'ailleurs, François, tu me posais une question, c'est quelqu'un que tu pourrais recevoir. On vous conseille François, d'aller voir son spectacle, il est vraiment chouette. ouais, je viens de te placer sur le podcast du cabinet. Avec plaisir. Ouais. François. C'est un garçon que j'ai beaucoup d'admiration pour son travail, parce qu'il a ce talent que je n'ai pas, c'est l'écriture de stand-up, la vraie blague de stand-up, tu sais. Moi, je me repose beaucoup sur de l'humour situationnel. Ouais. On dit que j'ai beaucoup de répartie, parce que c'est vrai que j'aime bien ça. C'est un type d'humour qui me plaît beaucoup. Ouais. Et j'aime beaucoup l'humour visuel. Donc, c'est vrai que je vais avoir des accessoires. J'aime bien arriver avec ma boîte d'œufs, avec des cartes jumbo, avec des machins, avec tout un tas de trucs qui visuellement sont stimulants pour les gens, quoi. J'aime, de toute façon, si tu regardes The Amazing Jonathan, il a un humour qui est visuel à fond. Ouais, il fait apparaître des trucs qui n'ont aucun sens. Il se prend une enceinte sur la gueule, il fait plein de trucs visuels qui, moi, m'amusent beaucoup. Donc, c'est vrai que je suis plus attiré par cet humour-là. Et niveau impro, comment tu fais? Tu disais qu'il y a beaucoup d'impro. Comment tu fais pour t'entraîner là-dessus? Mais tu peux pas vraiment t'entraîner à improviser. En fait, je pense qu'il faut prendre les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire, tu commences par avoir un numéro, tu vas en comédie club, tu fais ce numéro. Au fur et à mesure du temps, tu vas devenir à l'aise avec ce numéro-là, et par la suite, tu vas commencer à être tellement à l'aise avec ce numéro-là que tu vas pouvoir t'autoriser quelques sorties, tu vois. Tu t'autorises une sortie, tu fais une impro, et ensuite, comme tu connais tellement bien ton numéro, tu raccroches. Mais tu peux pas t'entraîner juste à l'impro. T'entraîner à l'impro, c'est compliqué. Enfin, je vois pas comme... Non, moi, je sais qu'il y a des cours d'impro, tu vois, il y a des séances d'impro. J'ai des amis qui font de l'impro, je suis allé voir leur spectacle, c'est un truc à part entière, quoi. Ouais. D'ailleurs, chapeau à ceux qui le font, parce que vraiment, c'est super dur quand tu fais vraiment de la full impro. Et je voulais savoir si t'avais fait ça, toi, beaucoup d'admiration pour cet art-là, parce que c'est... j'aurais adoré, je pense, faire une école d'impro. Ouais. Ça n'a jamais, c'est jamais tombé dans mon cursus. Il y a des techniques d'impro, de créer des histoires, etc. Enfin, ils voient plein de techniques théâtrales et d'impro. Donc ça aurait pu peut-être te servir aussi pour... Non, je crois que j'ai vraiment appris sur le tard, quoi. C'est... c'est les comédie clubs, et je te dis, j'y suis allé par étapes, quoi. J'y suis allé, mon numéro, c'était très rodé. Puis, au bout d'un moment, forcément, tu te sens hyper à l'aise, t'as moins de stress, et tu commences à mieux communiquer avec les gens, tu commences à être moins attaché à ton numéro, mais plus en alerte de ce qui se passe, t'es plus à l'écoute de ton public. Donc, forcément, tu rebondis sur ce qui se passe. Et donc, ça crée des moments un petit peu... Et le public, sympa. il dit quoi du coup? Est-ce qu'il est, à ton avis, plus impressionné par la magie ou plus émerveillé par l'impro, par l'humour, par le... Je pense qu'ils sont assez surpris de voir que l'humour prend énormément de place dans mon spectacle, parce que c'est vraiment en termes de pourcentage, je ne sais pas si on peut quantifier ça, mais je pense que c'est non-stop à mon avis. Hein. Parce que c'était une volonté de ma part, je voulais que ce soit non-stop rigolo, quoi.
Donc je pense qu'ils sont assez surpris par ça parce que comme en plus le titre du spectacle c'est marqué magicien en gros, ils s'attendent pas forcément à ce qu'il y ait de l'humour. À ce point-là, quoi. Ouais, donc je pense qu'ils sont surpris par ça et ils sont aussi étonnés par les tours parce que j'attache aussi beaucoup d'importance à ce que les tours soient solides. Donc ouais, je pense que ils sont agréablement surpris par ça. Ouais. Surpris. Ok. Et justement, tu parles de magicien, enfin de ton spectacle, c'est magicien, c'est pas un métier. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? D'où est-ce qu'il vient ce titre? Danny Boone qui m'a volé le nom du spectacle. Son nouveau spectacle s'appelle Clown, c'est pas un métier. Évidemment, on va croire que c'est moi qui lui ai volé le titre, quoi, tu vois. Non, Danny, si tu nous regardes. Ça vient d'où ce titre et même ce spectacle, tu le traînes depuis combien de temps? C'est un spectacle que j'ai écrit pour l'anecdote en fait. Donc je fais des comedy clubs depuis 2016 plus ou moins. Et en 2021, je suis sur un plateau d'humour et dans la salle il y a un producteur qui s'appelle David Hardy et avec qui je sympathise à la fin du spectacle et il me dit j'aimerais bien travailler avec toi. Et du coup, moi, c'est vrai qu'on me l'a tellement dit, tu sais, les producteurs qui viennent te voir et ils disent j'aimerais bien travailler avec toi. Tu fais oui. Et tu n'entends plus jamais parler d'eux après. Et lui, il m'a donné une vraie chance. Donc, je suis très reconnaissant envers cette personne-là, parce que je ne serais certainement pas ici s'il n'avait pas été là au début. Même si nos chemins se sont séparés aujourd'hui professionnellement, on est toujours en contact et c'est une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime. Donc, je l'ai rencontré. Et il m'a dit, on va travailler ensemble, j'aime bien ce que tu fais. Et donc, il m'a dit, t'as quoi là dans ton répertoire? Je lui ai dit, écoute, je vais à peu près 25 minutes, peut-être 30, allez. Et du coup, il me dit, t'as 2 mois pour écrire un spectacle. Je t'ai réservé une date au Mathurin le 7 décembre 2021. Donc, on était à peu près en septembre, tu vois. Et du coup, j'ai eu 2 mois pour écrire le reste. Il te faisait confiance, quoi. Ouais. Mais en même temps, je pense que si tu te mets pas de deadline, je serais certainement en train de toujours de faire des mariages, des bar mitzvahs et des restos, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis que je serais certainement pas là s'il n'avait pas été là au début. Donc ouais, il m'a mis une deadline et j'ai travaillé, mais même ma femme m'a pas reconnu. Hein. Elle m'a dit, tu travaillais mais jour et nuit, je pensais qu'à ça, plus rien d'autre existait, quoi. Je me suis dit, c'est la chance de ma vie peut-être, c'est l'opportunité d'une vie et il faut pas la laisser passer, quoi. Donc j'ai de ouf. Donc j'ai écrit un spectacle. Objectivement, c'était pas incroyable. Hein. Et puis en plus, je me rappelle ce soir-là, c'était au Mathurin. Il y avait Victor Vincent dans la salle. Il y avait les Twins. Il y avait Jean-Luc Bertrand. Il y avait tous les gars de la magie française qui étaient là. Tu sais, je dis putain, les mecs, s'il y a bien un endroit où j'avais pas envie de vous voir, c'était là, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'ils se sont dit, bon, ça va, c'est pas une menace. Pour l'instant. Mais c'était chouette de les avoir dans le public et puis j'étais touché forcément. Mais bon, le spectacle était un peu ripou, je pense. Il était et puis le lieu est pas ouf non plus. Hein. Je veux pas. C'était pas du tout fait pour un spectacle de ce type-là. Enfin, c'était une V1 exactement. Et donc, au fur et à mesure, on a commencé à travailler avec David Hardy. Il m'a produit officiellement. Il m'a dit, écoute, on s'est serré la main et on a signé le contrat. C'était parti. Et du coup, il m'a mis un metteur en scène avec qui j'étais pas forcément hyper d'accord sur les choix artistiques. Humainement, vraiment un gars fabuleux, mais artistiquement, j'arrivais pas à être d'accord avec ce qu'on me proposait. Je pense qu'ils voulaient tous les deux me séparer de l'humour. Ils voulaient pas que l'humour soit omniprésent dans mon personnage, dans mon spectacle. Et du coup, je dis, vous êtes en train de dénaturer tout ce que j'essaie de créer, ouais. Donc j'adorais justement le fait de mixer l'humour et la magie. Je suis pas le premier à faire de l'humour et la magie, mais je pense que il y en a pas beaucoup qui mettent l'humour aussi haut dans le curseur que moi. Il y a Eric Antoine évidemment. Ouais. Je parlais de Jean-Luc Bertrand, il fait stand-up magie, donc il mélange. On l'a reçu dans l'émission d'ailleurs, allez voir la vidéo. On vous met le lien, vous cliquez en haut, c'est ça se dit, parce que je connais le langage des jeunes un peu. Je vois que t'es à la page, c'est bien. Mais ouais, je pense que il y a très peu de magiciens chez qui il y a la même rythmique que moi en parce humour. Que toi, ça enchaîne tac. Je veux vraiment que ça rigole un peu toutes les 3, 4, 7 secondes, quoi, tu vois. Donc voilà. Et combien de temps ça t'a pris pour créer le spectacle? Parce que là, tu m'as dit donc de septembre à décembre. En 2 mois, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Ouais. Et puis après, j'ai affiné. On a travaillé avec ce metteur en scène. Et je me suis retrouvé à faire un spectacle qui était pas du tout, qui me ressemblait pas. Je me sentais mal à l'aise. J'aimais pas du tout ce que je faisais au Mathurin.
Et du coup, après, mon aventure au Mathurin s'est terminée. On est allé au Festival d'Avignon. Et je lui ai dit, écoute, David, j'aimerais bien faire mon spectacle avec mes idées et avec la vision que j'en ai. Il m'a dit, écoute, pas de souci, je te laisse carte blanche et on voit à Avignon. Et si ça me plaît, on continue à travailler ensemble, sinon on arrêtera. Je fais pas de souci. Et ben, je me suis remis à bosser et je me suis entouré d'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Thomas Caruso, qui est un garçon dont je suis admiratif de son travail et aussi bien de lui que l'humain. Il est succulent. Je ne sais pas si c'est un adjectif qu'on peut dire pour un être humain, mais c'est bien. il est bon sur tous les domaines. Il est parolier. Il a écrit beaucoup de chansons pour la variété française. Il a écrit pour Louane, il a écrit pour Claudio Capéo. Il a écrit pour plein de gens. Oui. Ok. Et du coup, il est venu voir mon spectacle au Mathurin. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Je lui ai dit, mais dis-moi la vérité. Et j'ai vu dans son regard qu'il me disait, c'était pas ouf, tu vois. Parce qu'il dit jamais, il dira que c'est de la merde, mais je le connais. Il m'a fait comprendre que c'était pas foufou. Donc on a tout réécrit. On est parti d'une page blanche. Et ce que je dis, c'est que c'est difficile d'écrire un spectacle. Et je me suis dit, j'avais la croyance qu'il fallait avoir vécu des drames dans la vie pour pouvoir écrire quelque chose. Et en fait, je lui disais, mais écoute, gros, moi, il m'est rien arrivé de dramatique dans ma vie. Tu sais, j'ai pas eu de... Heureusement que t'as pas besoin d'avoir un drame pour... Non, mais tu sais, il y a beaucoup de spectacles où oui, il était SDF, il a eu un... Je sais pas, il est... Parce que t'as un truc à raconter. Il a eu un accident, et tu sais, il a grandi sans parents. Enfin, tu vois, il y a toujours des trucs qui sont hyper hardcore. Et moi, je dis, putain, mais j'ai eu une enfance heureuse, j'ai été toujours très bien entouré, j'ai manqué de rien, enfin, tout allait bien, quoi. Et du coup, il me dit, mais c'est pas du tout un élément clé pour écrire un spectacle, tu vois. J'avais cette croyance un peu bête qu'il fallait en avoir chié pour écrire un spectacle et avoir quelque chose à dire. Et en fait, j'ai réussi à me détacher un petit peu de ça en me disant, écoute, je vais assumer le fait de faire un spectacle de pur divertissement. Et il a quand même voulu m'emmener dans des choses un petit peu personnelles, où je me livre, où je suis un peu authentique, où j'essaye de toucher les gens. Et moi, je suis pas très à l'aise avec ça. Je suis pas un mec qui laisse transparaître mes émotions facilement. On a pu le voir d'ailleurs pour le Golden Buzzer. Je n'étais pas du tout à l'aise avec ce moment où tu as tous les confettis qui tombent, etc. Et je dis, oh non, j'ai pas envie de chialer. Et dans cette émission, tout est fait pour que tu chiales d'ailleurs. Je sais pas comment ils font, mais c'est très très dur, quoi. On en parlera tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Et donc, attends, si je raccroche avec ce que j'étais en train de dire. Tu parlais de ton ami parolier. Et donc voilà, Thomas Caruso, on a réécrit tout le spectacle. Il m'a dit, quels sont les tours que tu as? Je dis, voilà, j'ai ça. Et il m'a dit, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que ça t'évoque? Par exemple, il y avait je voulais faire apparaître un iceberg, un glaçon sur scène. Et ça, c'est un tour, en fait, que j'ai commencé à faire en close-up. Ouais, c'est un tour il y a deux versions derrière ce tour-là. Une mini et une un peu plus grosse. C'est un vieux tour de Malini. Il faisait apparaître un gros bloc de glaçons sous un chapeau avec un jeu de passe-passe, tu sais, genre, comment on appelle le Chop Cup, c'est ça? Ouais. Et à la fin, il faisait apparaître un gros bloc de glaçons, mais genre 3/4 d'heure après avoir commencé son spectacle, tu vois. Et donc, j'aimais bien ce truc-là. Kieron Johnson, de nouveau, parce que c'est lui qui m'a vraiment beaucoup influencé dans mes choix de tours. Et du coup, lui, il en a fait une autre version plus close-up. Et j'ai commencé à m'amuser un peu avec ça. J'aimais bien le fait de faire apparaître un glaçon, je trouvais ça fun et impossible. Et moi, j'ai toujours fait partie de l'école de ceux qui pensaient qu'il fallait se faire un peu chier en amont pour pouvoir vraiment impressionner les gens. Je suis pas trop balmousse, cordes et cartes uniquement, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui... tu peux faire des bons trucs, mais... C'est pas le tour qui fait le magicien, mais je pense que le tour est... Enfin, c'est un tout, en fait. Je pense qu'il faut avoir une vraie personnalité, des tours qui impactent, un vrai style, enfin tu vois, c'est un package complet qui fait que les gens te rappellent derrière, tu vois. Donc un tour qui tabasse, c'était vraiment important pour moi. Donc j'ai commencé à jouer avec ce tour-là et du coup, je le faisais en close-up mais je le trouvais un peu, ça manquait de substance. Je dis ça n'a pas trop de sens de faire apparaître un glaçon. Et du coup, j'ai commencé à le rattacher à l'idée du film Titanic, tout simplement. J'ai pensé à ça. Je fais, c'est marrant, ça me fait penser à l'iceberg. Donc j'ai commencé à faire. Tiens, choisissez un film, celui que vous voulez, n'importe lequel. Tu connais pas toutes les méthodes qu'on a pour faire choisir quelque chose. Et du coup, j'ai commencé à improviser un truc sur t'as choisi Titanic, je vais faire apparaître un truc en rapport avec Titanic. Tu veux quoi? Alors, me dis pas DiCaprio évidemment, mais et puis j'arrivais tout doucement à faire en sorte que les gens arrivent sur Iceberg, tu vois. Et puis du coup, je me suis dit tiens, mais c'est un truc qu'on pourrait transposer sur scène et d'en faire. Peut-être ma première fois au cinéma avec Chloé, 14 ans.
Et tu vois, ça ferait une scénette un peu marrante. Et du coup, c'est vrai que c'est un moment dans le spectacle que j'adore parce que c'est un moment où je m'adresse plus directement au public. C'est plus un moment de storytelling et de personnages. Donc ça crée une petite oxygénation dans le spectacle et je De toute trouve façon, il faut que... qu'il y ait des moments un peu plus cool. Ouais, c'est toujours drôle. Ouais, Tu sais, c'est pas un moment où ça plonge et ça endort tout le monde. Je pense que c'est une autre proposition artistique et c'est un moment que j'aime beaucoup parce qu'il y a du jeu, il y a un vrai jeu de comédien. Voilà, Clément, 14 ans, qui est au cinéma avec Chloé. Et parce que Chloé, j'étais amoureux de Chloé, évidemment, qui m'a jamais rendu l'appareil d'ailleurs. Et, et du coup, si elle nous regarde maintenant. si elle nous regarde, elle est devenue médecin apparemment. Et elle a des mauvais avis sur Google, j'ai vérifié. Peut-être un peu à cause de moi, mais... Ça en dira rien. mais on l'embrasse. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a réécrit le spectacle et puis on a pris les tours que j'avais et on les a mis en scène avec des histoires un peu perso. Il me dit, mais c'est quoi ton histoire? Qu'est-ce que t'as fait? Donc je lui ai dit, bah écoute, voilà, j'ai été géo au Club Med. J'ai travaillé dans une boutique de magie. J'ai travaillé chez Magic Dream à Paris. J'ai fait des comédie clubs, j'ai été magicien professionnel dans l'événementiel. Enfin, tu vois, il m'a dit, vas-y, continue à me dire tout ce qui t'est arrivé. Et puis, voilà, au fur et à mesure, on avait le squelette un petit peu, tu vois, et puis on a distribué les tours dans un ordre qui semblait cohérent, ouais. Et c'est quoi le tour qui te plaît le plus ou le moment qui te plaît le plus dans le spectacle? T'en as un ou pas? Ou tout le spectacle, évidemment, te plaît, mais... Est-ce que tu as un moment particulier? C'est comme si tu demandes à un chanteur le tube qu'il préfère faire ou le tube. Moi, c'est vrai que le Kit Kat, j'en ai un peu marre parce que je le fais depuis tellement longtemps que c'est pas la partie du spectacle que je préfère. Mais j'aime bien quand même cette liberté que j'ai dans ce numéro-là parce que c'est là où j'ai vraiment des possibilités d'improvisation. Sinon, s'il y a un tour que j'aime bien, on sent que c'est l'impro qui te chaque fois qui te drive, quoi. En fait, ça me permet tout simplement de pas faire le même spectacle chaque soir aussi, parce que sinon, c'est chiant. C'est peut-être ça aussi, par contre, qui est contradictoire avec la vision que j'ai des Américains. Les Américains font le même spectacle au mot près, à la virgule. Copperfield, c'est timé. Tu mets lundi, mardi, mercredi, c'est le même spectacle. Il y a aucune déviation. Moi, je pense qu'il y a quand même des soirs où c'est rock'n'roll. Hein. Et puis il y a des soirs où c'est hyper chiant aussi. Hein, il t'est arrivé une anecdote, un truc un peu particulièrement marrant pendant ta tournée, ton spectacle que tu aurais à raconter? Oui, certainement. Alors, je vais juste terminer sur la question d'avant, parce que sinon, après, je vais oublier. J'aime bien le numéro que je fais avec la gamine, donc je parle du Club Med. Okay. Et en fait, c'est vrai, quand je suis arrivé au Club Med, je pensais que j'allais, comme je disais, animer des cours d'aquagym avec des jolies filles, que ça allait être fun, tu vois. Et en fait, on m'a mis direct avec les gosses, quoi. Et j'avais pas le BAFA, et je dis, mais c'est pas du tout mon public, j'arrive pas à communiquer avec les enfants, j'ai pas la connerie enfantine, tu vois, j'arrive pas à m'éclater avec des enfants. J'aime bien, moi, le rapport que j'ai avec les adultes et j'ai plus la connerie facile avec des adultes. Donc, c'est vrai que ce moment, je l'aime quand même bien avec les enfants parce que finalement, je traite la gamine comme si je traitais un adulte, tu vois. Je suis pas là en train de faire ça va, ma belle, etc. Je ris de ça. Je dis, j'ai pas le BAFA, donc je sais pas m'adresser à eux. Du coup, je fais n'importe quoi avec la gamine, donc c'est assez drôle. Donc, j'aime bien ce moment-là. Ok. Ouais. Donc, le moment avec la gamine. Le moment avec la gamine, quand je parle du Club Med. Il se passe toujours des trucs assez improbables parce que les enfants ils sont tellement imprévisibles que c'est vrai que hier soir, tu sais, je fais un truc avec des bulles là et puis il y a une gamine qui voit une bulle par terre qui fait... mais d'une violence, mon gars. Je fais drôle. L'autre fois j'ai fait mon spectacle à Montauban là il y a quelques jours et je demande à une petite fille, je fais est-ce que tu veux venir sur scène? Elle me fait non. Et je fais bon, ça mérite d'être clair. Et je fais, pardon, Shakira, excuse-moi, et je lui dis, mais pourquoi tu veux pas? Elle me fait, parce que j'en ai pas envie. Et en fait, c'est marrant, parce qu'elle avait quoi, 6 ans, la gamine, tu vois, et elle parlait déjà comme... c'est limite si elle m'a fait un... Donc, j'ai plein d'anecdotes, man. Un mec, il a bouffé le Kit Kat une fois, prématurément. C'est-à-dire que... C'est compliqué. Quand je dis, et si on regarde dans le... Ah ouais, en fait, il y avait le papier qui était par terre et lui, il était là. Et je fais mes mains. Enfin, tu t'es pas dit que peut-être c'était. Ça allait servir pour après. Ça allait servir pour après, quoi. J'ai eu plein de trucs, quoi. J'aurais dû préparer le truc parce que qu'est-ce qui m'est arrivé de zinzin un peu sur scène. J'ai eu des gens
hyper fun, comme j'ai eu des gens hyper chiants, comme j'ai eu des gens qui faisaient des trucs un peu... j'ai un mec qui l'a baissé son froc une fois sur scène. Tu lui as demandé? Bah non, t'imagines bien que non. En fait, tu sais, à un moment dans le numéro de Kit Kat, je déchire un petit coin et je lui donne et je lui dis mets ça dans une poche, on y reviendra plus tard. Et plus tard à la fin, je fais tiens, amène le petit coin et en fait, il retrouve pas le petit coin. Et du coup, il commence à... Et je le vois qu'il est, il est là, il cherche dans toutes ses poches et tout. Et puis à un moment donné, il ouvre son truc et puis il baisse et tout. Je fais mais man. Et puis ça, c'était la folie, c'était très drôle quoi.